Allez. Je te suis, t'inquiète. Ah oui, C'est mieux. Eh oui. Ah ouais, on en a rigolé après, mais putain, c'était... 3 fois champion de France, dont un premier Brennus à 19 ans, champion d'Europe, 20 fois international avec le bilan très flatteur de 16 victoires contre les plus grands comme l'Angleterre, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, dont la fameuse tournée de 1994, et l'essai du bout du monde. 4 défaites seulement, mais historiques contre l'Italie. On y reviendra. Le petit Mozart est avec nous aujourd'hui. Yann Delegue, bonjour. Salut Yann. Bonjour à tous. Yann, c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui parce que, comme certains l'auront remarqué, je suis dans le short, il fait chaud, Et oui. et donc ça veut dire qu'on s'approche de quoi ? Ben, on s'approche de l'été et donc de l'Eden Park Water Rugby. Et, ben voilà. Et donc on va en parler, mais avant d'en parler, on va évoquer ton parcours, parce que ça nous intéresse aussi, peut-être qu'on ne le sait pas assez suffisamment, ton parcours, et tu as vécu le passage et la bascule du rugby pro. Ouais, amateur à professionnel, effectivement. Exactement. Donc on va évoquer tout ça. Alors, écoute, tu es né le 5 avril 73 à Toulon, Oui. Donc tu es un Varois, mais tu as fait tes débuts à Vienne, en Isère. Tu peux nous expliquer ? Bien sûr. Mes parents sont originaires de Vienne, effectivement. Et mon père a été recruté, puisque c'était un ancien joueur, il a été recruté par Toulon dans les années 70. Il a fait la finale en 71 contre le Grand Béziers à l'époque. Et donc je suis né pas longtemps après, tu vois. Et puis après, je suis reparti, j'avais à peu près 2 ans, en 75, je suis reparti à Vienne, où il y a encore une bonne partie de ma famille. Et effectivement, c'est là où j'ai fait mes classes et mes premiers pas en short et en crampons. Et quel souvenir tu en gardes de ces années d'école de rugby là ? Ah ben c'était merveilleux. L'école de rugby pour moi c'est d'abord d'être avec les copains, c'est d'assouvir une passion parce que mon histoire familiale est telle que le rugby, je ne pouvais pas passer à côté presque. Mon grand-père maternel jouait au rugby à Vienne dans les belles années de Vienne, qui était en première division, et mon père s'est mis au rugby pour pouvoir séduire ma mère. Donc c'est pour dire, quand j'étais, voilà, c'était un passage obligé dans la famille, et donc on parlait rugby tout le temps, et moi je me souviens quand j'étais gamin, j'avais un ballon sous le bras tout le temps, j'allais voir mon père tous les dimanches jouer à Vienne, et donc voilà, j'étais élevé dans ce cocon rugbystique, et donc dès que j'ai pu enfiler des crampons, même pour l'anecdote, je vais te dire, mes parents avaient un magasin de sport et mes premiers crampons, je mettais du coton au bout pour pouvoir mettre des crampons parce que j'avais pas les pieds assez grands pour rentrer dans les chaussures. J'avais 5 ans et puis ouais, avec 2-3 copains, on est allé au rugby et puis voilà, tout ce qu'on connaît dans les écoles de rugby, c'est-à-dire la franche camaraderie, le plaisir du jeu bien évidemment, et donc mes premiers pas de 5 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, j'ai été jusqu'en minime. Tu pars à Toulon. Voilà, et après je repars à Toulon tout seul, mais j'ai vécu des années extraordinaires à Vienne, effectivement. Ouais. Comment ça se passe justement aussi ce passage entre Vienne et Toulon ? Parce que là, ça veut dire que tu quittes quelque part le cocon familial et le cocon familial, comme tu dis, pour sûrement quelque chose de plus important, déjà. Ouais, j'en ai pas encore conscience à ce moment-là, parce que t'as 15 ans, tu sors de minime, donc rien n'est encore vraiment écrit, même si j'étais surclassé dans les catégories quand j'étais gamin, mais rien n'est encore vraiment écrit. Et je pars de chez moi pour aller dans un lycée, donc je passe du collège au lycée, où c'est Daniel Herrero qui avait initié ce lycée-là, où on faisait études le matin, sur le modèle allemand un petit peu, et l'après-midi du sport. Pas que du rugby, mais pas mal de rugby quand même. Et donc, moi, c'est un cursus scolaire qui m'allait très bien, d'étudier le matin et de faire du sport l'après-midi. Je prenais mon kiff terrible. Et puis, effectivement, donc, je suis rentré dans les cadets à Toulon. Et c'est là où, dans ma progression, on a senti que je pouvais peut-être faire carrière dans ce sport-là. Ça m'allait très bien. Et donc voilà, j'ai continué à jouer au rugby, à prendre énormément de plaisir, bien évidemment. Ça n'a pas été une première année facile moralement, parce que j'étais quand même un gamin plutôt dans les jeux de ma mère, plutôt introverti. Et de m'exiler tout seul à Toulon comme ça, je voyais mes parents que pendant les vacances scolaires, même pas les week-ends. Il y avait moins de facilité d'accès à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, il y avait pas... Voilà. Et donc comme j'étais quelqu'un de très famille, j'en ai un peu souffert pendant la première année. Et mes parents m'ont rejoint la deuxième année en prenant une affaire, un hôtel, en l'occurrence à Toulon. Et donc mes parents et ma soeur m'ont rejoint à Toulon dès l'année suivante. Et là, ça a été l'épanouissement total familial et rugbystique.
jusqu'à donc tes 19 ans, on saute quelques étapes. Ouais. Mais c'est allé vite, ça allait très vite. Voilà, ça aussi, tu es cadet, junior, et puis tu intègres le groupe de la première. Comment ça se passe? Je suis quasiment pas junior, c'est-à-dire dès 17 ans, quand je passe de cadet à junior, Daniel Herrero commence à me prendre un petit peu dans l'effectif, un mois ou deux pour m'entraîner avec eux. Donc je fais mes premiers pas avec les grands. Ils étaient en poster dans ma chambre et je me retrouve dans leur vestiaire. Je me fais tout petit. Et donc je fais quelques entraînements avec eux. Je suis 2 fois remplaçant. Il y a même un match où je dois rentrer. Et Daniel Herrero apprend juste avant le match que j'ai pas le droit de rentrer parce qu'il me fallait une autorisation des parents. Bon, ça c'était facile. Une autorisation médicale, une autorisation du comité. Et on n'avait pas tout ça et c'était 5 minutes avant le match. Donc il vient me voir juste avant le match en me disant je suis désolé, tu pourras pas rentrer alors que je voulais te faire rentrer sur ce match. Et là, j'ai 17 ans. Et c'est l'année d'après où Toulon a des problèmes de budget. Il y a beaucoup de départs de joueurs confirmés du club. Et là, on fait avec ce qui reste, et notamment avec la jeunesse. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette équipe-là, et on sera champion en fin de saison. Donc c'est l'année de mes 18 et 19 ans. Avec 4 juniors dans l'équipe, donc de Rougemont, Orsoni, Patrice Tesser et moi-même. Et effectivement, c'est un souvenir incroyable parce qu'il y avait on fait pas une bonne saison, mais la fin est incroyable parce qu'il y a une osmose entre les anciens comme Éric Champ, Thierry Louvet, Léon Lopine, des mecs comme ça. Et puis la jeunesse qui arrive un peu insouciante et l'alchimie prend forme dans les phases finales et on est un peu inarrêtable en fin de saison pour aller conquérir le Brennus sur les premiers jours de juin. Et tu claques 2 drops en finale. Ouais. Tu gardes quoi comme souvenir de la finale? Parce que là, c'est au Parc des Princes, 50 000 personnes, ouais. C'est quand même intimidant. Beaucoup d'émotions, bien évidemment. Intimidant, non, parce que, comme je te disais, il y a cette insouciance de la jeunesse qui fait qu'en sorte que tu joues avec des ailes, toi, t'es porté par un truc. Bien sûr, le public toulonnais, on le connaît, qui poussait derrière nous. Autant te dire que pendant les phases finales, la ville entière, dans les commerces, tout était rouge et noir, quoi. On se sentait porté. J'ai en souvenir le dernier entraînement avant de monter à Paris pour la finale, où le stade est pas plein, mais pas loin, quoi, pour notre entraînement. Donc voilà, et c'est une saison où on voit pas ça pour nous. Et finalement, à la fin, voilà, il y a tout qui marche et effectivement, je mets 2 drops en finale, mais je mets beaucoup de drops dans les phases finales. On n'était pas l'équipe qui jouait le plus au rugby à la main, mais par contre, voilà, on avait un cadre de jeu qui était bien rodé. Et puis après, quelques coups d'éclat des uns et des autres qui faisaient qu'on arrivait à faire des matchs exceptionnels. Et j'en garde énormément d'émotions. Le retour à Toulon après le titre, c'était quelque chose d'incroyable, bien sûr. Et puis j'en garde surtout des amitiés sincères et énormes avec tous mes coéquipiers avec qui je repasse des moments de temps en temps parce que c'était une époque où les clubs jouaient avec les gens du cru. Donc moi j'ai 80 ou 90% des mecs avec qui je jouais à Toulon qui vivent encore à Toulon et que je croise très régulièrement. Et je pense que c'est ça le rugby. Il y a les titres comme on a cité, mais au-delà des titres, il y a tout ce qui se dégage derrière. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à retrouver les copains de façon régulière. Et moi, le rugby, c'est d'abord ça. En fait, le rugby, pour moi, c'est pas un sport, c'est une façon de vivre. Et depuis tout petit, et elle a encore plus après avoir fait carrière, parce que on parlera certainement des autres clubs après, mais j'ai vécu des émotions intenses. Et effectivement, à Toulon, la première émotion, c'était cette année 92 où on est champion. Et alors, j'ai un peu cru à ce moment-là que ça allait être facile tout le temps. Quand on est champion tout de suite, c'est voilà. Et donc, non, c'était un moment incroyable. Et puis, c'était un petit message pour mon père qui avait perdu la finale en 71. Donc, quelque part, il y avait ça aussi. Et qui avait eu le même trajet, lui aussi. Il est parti de deuxième pour aller à Toulon. Toi, tu fais jeune pareil, aussi, mais un peu moins jeune. Presque, au même âge. Bon, c'est une histoire quand même qui est magnifique. Hein. La suite, tu restes quelques années de plus à Toulon et tu arrives ensuite au Stade Toulousain. Ouais, de 91 à 97, je suis à Toulon. Ouais. On fait de belles saisons, beaucoup d'émotions, comme je disais. Et après, donc, je suis recruté par le Stade Toulousain. Ouais. C'est une période où le rugby vient juste de passer pro, en fait. Hein. Voilà. Et donc, pourquoi le Stade Toulousain ? Bon, déjà, c'est le Stade Toulousain, c'est quand même la référence à ce moment-là. Déjà. Il y a le quadruplé. Voilà, il y a le quadruplé à ce moment-là. Je suis très pote avec Christophe Delot, que j'avais rencontré justement quand j'avais 17 ans, qui me prenait à l'entraînement. Et Christophe jouait à Toulon, c'est l'année où il fait à Toulon. Donc j'avais les atomes crochus avec Christophe. En équipe de France, on était ensemble au poste de numéro 10, où des fois j'étais un peu 3/4 centre aussi. Donc on se côtoyait beaucoup, on s'appréciait beaucoup en tant qu'homme. Et moi, j'adorais son jeu. À Christophe aussi, c'était un modèle pour moi. Donc voilà, et Christophe me dit, moi je suis plutôt en fin de carrière, j'aimerais bien que tu viennes
prendre ma relève en quelque sorte au stade. Il en parle à Guinoves. Guinoves est pas contre. Apparemment, il est pas contre. Et donc voilà, ils enclenchent des discussions assez tôt. Pour l'époque, c'était assez surprenant. C'était au mois de novembre à peu près, donc ça se faisait pas. Les recrutements se faisaient ça dans les derniers mois. Et moi, je vois un club de Toulon qui prend pas le bon virage du professionnalisme, voilà, qui est pas très bien géré à la tête de ce club à ce moment-là. Et donc, je sens que c'est le moment de partir parce que d'année en année, on régresse plutôt que de progresser dans les résultats sportifs. Et le Grand Toulouse m'appelle, donc évidemment que je viens à Toulouse. Et puis, c'est une nouvelle aventure pour moi. J'arrive ici, j'allais être papa de mon premier garçon. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence et j'ai surtout pas regretté. Bah oui, il y a des titres encore. Ouais. Il y a 99, il y a 2001, champion de France, 2003, Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. Donc bon, là aussi, une aventure. Tu gardes le même souvenir humainement aussi fort. Ouais. J'ai des super potes à Toulouse. Pareil, j'ai vécu des moments extraordinaires. Je prends aussi plaisir à revoir tous ces mecs-là. Et bien sûr, j'ai pris un plaisir énorme aussi. Avec une identité de jeu, peut-être qui me ressemblait davantage. Tourné vers l'attaque. Je suis un enfant d'attaque, quoi, de par mon père. Donc, un rugby qui me ressemblait plus. En termes rugbystiquement parlant, j'ai pris peut-être plus de plaisir à Toulouse. Après, dans le jeu, dans l'émotion avec les gens autour de moi, dans mes clubs, j'ai pris autant de plaisir d'un côté que de l'autre. Mais c'est vrai que ce rugby me plaisait beaucoup. Et puis j'étais entouré aussi de joueurs extraordinaires. Enfin, cela dit, à Toulon, on avait des bons joueurs aussi. Mais ouais, ça a été des moments exceptionnels. 99, le titre de 99, bon, il fait partie des titres comme on dit, mais je l'ai pas savouré comme les autres parce que pendant les phases finales, je me pète les croisés. Donc finalement, je joue pas les 3-4 derniers matchs de la saison. Et c'est quand même les meilleurs, hein, donc je le vis pas bien, évidemment. Mais bon, j'ai su rebondir derrière pour aller chercher un titre 9 ans après celui de 92. Donc finalement, je pensais que ça allait être facile, que j'allais en avoir tous les ans. Et donc j'apprécie encore plus 2001 parce qu'il y a tout un chemin qui a été parcouru avec des galères, des blessures, des choses comme ça. Et donc là aussi, c'est une apothéose et c'est un moment de plaisir incroyable. Les blessures, tu en parles, ça a marqué aussi ta carrière, même en équipe de France, parce que tu l'intègres aussi assez tôt, tu as 21 ans je crois. Ouais. Donc tu fais la Coupe du Monde en 95, et tu te blesses là-bas, en plein... Ouais, non, c'est pas tellement là-bas, c'est juste après je me blesse, donc c'est vrai que j'ai un arrêt au niveau international entre 96 et après je suis repris quelques années plus tard, je pourrais pas te dire combien, mais donc ouais, il y a un arrêt assez fort parce que j'enchaîne 2-3 blessures. Et des blessures qui me tiennent un petit peu éloigné des terrains. Dès que je reprends, ça va mieux. Et dès que ça va mieux, je vais pour être repris en équipe de France. Et hop, je me reblesse. Donc ça a été effectivement des petites années un peu galères, mais en même temps avec du plaisir quand même. Et puis l'équipe de France, il n'y a pas que ce Graal-là qui est important dans la vie non plus. Je prenais beaucoup de plaisir dans mes clubs. Donc, mais c'est vrai qu'il y a eu une parenthèse un petit peu en équipe de France parce que je me suis pas mal blessé. 99, on parlait du titre, mais... c'est le moment où je suis repris avec l'équipe de France avant la Coupe du Monde et la sélection tombe le mercredi, on joue le week-end avec Toulouse à Bourgoin et je me pète les croisés. Et c'était le dernier match du tournoi, donc ça aurait pu déboucher aussi sur une Coupe du Monde et ça n'a pas été le cas. Donc tu gères de la frustration, mais après tu repars en avant, quoi. Ça fait partie des regrets, forcément. Ouais, ça fait partie des regrets, mais c'est la vie, hein. C'est comme ça aussi que ça se passe. Sincèrement, il n'y a rien à regretter, je pense. Et puis après, il y a eu aussi la Coupe du Monde d'après, où pareil, j'étais en équipe de France à ce moment-là, et la tournée précédente en Argentine, alors que là, je suis titulaire avec Fabien Galtier en 9, et on va pour faire cette Coupe du Monde 2003, et donc sur le deuxième test match en Argentine, je me pète le tendon du biceps. Donc là, 4 mois de frigo aussi, et je loupe aussi cette Coupe du Monde-là, donc je suis plutôt content d'avoir fait cette de 95 du coup. Le Stade Toulousain, bon, l'aventure, on la connaît bien. On oublie peut-être que tu es parti à Castres ensuite. Ouais, après j'ai fait 2 ans à Castres, effectivement. C'est Christian Gagean qui m'avait entraîné au stade, qui m'avait appelé à Castres. C'était la période où il y avait l'émergence de Fred Michalak, qui voulait jouer numéro 10, très médiatisé, très sollicité. Moi, j'avais dépassé la trentaine. Voilà, il me semblait que si je voulais bien partir du stade, c'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait que je parte. J'ai vécu une très belle année à Castres. La première était super. La deuxième un petit peu moins bien. J'ai eu quelques accrochages avec le coach de l'époque. Mais bon, c'est 2 années sportivement où ça s'est
plutôt bien passé quand même, parce que c'est les années où je suis en équipe de France, donc sportivement, ça marche bien pour moi. Et effectivement, et après ces 2 ans, je fais une dernière saison à Toulon en Pro D2, puisque Mourad reprend le club, et voilà, et me fait revenir un petit peu l'enfant du pays quelque part pour boucler la boucle. Et c'est une année qui se passe pas très bien. La relation avec Mourad est compliquée. Et au bout d'un an, j'avais signé 2 ans. Au bout d'un an, j'arrête parce que mon corps était fatigué et ma tête était aussi fatiguée à ce moment-là. Et puis voilà, je m'entendais pas avec Mourad et j'avais plus envie de jouer au rugby à ce moment-là. Mais malgré tout, ces années Boudjelal à Toulon, ces débuts-là, exceptionnel. Tu les vois comment? Parce que malgré tout, c'est couronné de succès Ah non, mais le club a fait quelque chose d'exceptionnel. Ça a mis un petit peu de temps à partir, mais c'est un peu normal. Et après, Mourad a été très très fort. Il a inventé un nouveau modèle économique pour le rugby. Il a été très bon en recrutant des superstars de l'époque. C'était avec des règlements qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, donc il n'y avait pas besoin d'avoir plein de joueurs français dans son équipe. Donc il a fait venir toutes les stars internationales. Et c'est quelque chose qui marché, il a été copié par la suite puisqu'on a vu arriver plein de stars étrangères en France, et ça a été un moment magnifique pour le club de Toulon qui a enchaîné les titres de Coupe d'Europe, qui a recherché aussi un Brennus, et vraiment ça a été quelque chose de providentiel, le fait que Mourad arrive au club à ce moment-là pour refaire partir le RCT sur la bonne voie. Là on est en 2005, ta carrière s'arrête en 2007. Ouais. C'était un choix préparé, programmé? Non, pas forcément programmé, mais ma dernière saison, je l'ai subie. Elle est compliquée pour moi, comme je disais, dans la relation avec Mourad. Et puis aussi, voilà, j'ai 34 ans. Mon corps, si tu veux, quand je joue le dimanche... Du dimanche au mercredi, t'as les séquelles des matchs, quoi, c'est plus dur, alors que quand t'as 25 ans, le lendemain tu t'entraînes normalement. Donc il y a un peu ça, et puis après les résultats sont pas là, donc moralement, t'es pas aspiré vers le haut, quoi. Et donc la tête étant pas trop là, fatigué physiquement, mauvaise relation humaine, tout ça fait qu'il faut raccrocher. Voilà, qu'il faut juste raccrocher. Ton après-carrière, ça passe plutôt bien, puisque tu deviens rapidement consultant. Ouais, tout de suite, ouais. Tu es devant le micro, on te sent toujours à l'aise, donc tu es sur Canal, sur Eurosport, sur plein de chaînes, sur plein de médias. Tu fais radio, télé, ça c'était préparé? Non, pas du tout. Non, c'est le contexte. Il y avait la Coupe du Monde en 2007. Ouais. Je profite de l'opportunité. Je suis appelé par les médias. Ça me plaît. Ça me plaît de transmettre ma passion au public, en fait. Et donc de parler rugby, ça me plaît. Ça me plaît d'analyser aussi, parce que c'est un truc que je faisais déjà sur le terrain, et même en amont des matchs et tout. J'ai jamais été un joueur qui arrivait à l'entraînement 5 minutes avant et qui repartait 5 minutes après. Généralement, j'arrivais un des premiers, je repartais un des derniers, parce que j'avais besoin d'échanger, j'avais besoin de sentir les mecs, j'aimais le vestiaire, quoi. Et donc, c'est tellement ma passion que, de la communiquer au public, c'est quelque chose sur lequel j'ai pris du plaisir, et j'en prends encore d'ailleurs, parce que je suis encore sur RMC tous les samedis et sur France 2 pour les matchs du tournoi. Tu as failli être consultant aussi sur le terrain, parce que tu as eu un essai à Bayonne. Ouais, oui, alors ça a été court. Christian Gajan qui est manager à ce moment-là. Ouais, exactement. Et bon, il se fait limoger au bout de 2 mois, et toi avec. Je viens d'arriver, voilà, c'est ça. C'est-à-dire en cours de saison. Alors, lui, il reste un peu plus longtemps, mais en cours de saison, il m'appelle. Je viens en consultant. Donc, j'ai un œil un petit peu extérieur. Je viens que 2 jours par semaine. J'apporte un nouveau message. Je travaille sur le jeu global en attaque. Ça se passe plutôt bien. Je m'entends bien avec les coachs, avec Christian aussi. C'est cool. Je prends du plaisir à le faire. Et puis, effectivement, Christian se fait virer du club avec les entraîneurs, et comme on dit, je pars avec l'eau du bain, quoi. Et puis bien sûr, je n'aurais pas pu rester, alors que c'est eux qui m'ont fait venir, bien entendu. Donc cette après-carrière, c'est d'abord et avant tout d'être consultant, c'est les médias, mais il va se passer quelque chose aussi. Il va y avoir un apéro qui va déboucher sur une idée. Ouais, alors il y en a eu un paquet d'apéros, mais... Non, mais effectivement, je m'étais lancé quand je pars de Toulouse vers Castres, j'avais commencé à monter ma structure, ma société, et on a commencé avec Cédric Desbrosses, qui était mon pote de Toulouse, à monter une structure pour organiser des événements. Donc on a commencé à organiser des beach rugby, notamment à Sainte-Maxime, pendant 2 ans, et puis après j'ai arrêté ma carrière et je me suis lancé à 100% là-dedans. Donc effectivement, j'ai créé des événements, j'ai commencé à créer un beach rugby à Bercy, donc je remplissais Bercy de sable et on faisait un beach rugby avec plein de stars internationales qui venaient, dont John Alomou et d'autres. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rebondi après. J'ai été ambassadeur pour Angina Schweppes, qui était un de mes partenaires. Et puis, on a eu l'idée avec eux
de faire ce qu'on appelait le tournoi des 6 stations, c'est-à-dire d'inventer le rugby sur la neige dans les stations de ski. Donc on a fait au moins 6-7 ans de tournée comme ça dans les stations de ski, où je réunissais plein d'anciens internationaux, français, étrangers, dans les Alpes effectivement. Un pur moment de bonheur. C'était une manière finalement de faire venir les copains du rugby et de continuer notre carrière dans l'échange, dans la convivialité, dans aussi un peu le rugby, dans un spectacle pour le public. Donc toujours véhiculer ces valeurs du rugby à travers le public, faire la promotion du rugby. Ça a toujours été pour moi quelque chose d'important. Et puis on y prenait beaucoup de plaisir parce que ça nous permettait de garder le lien avec les anciens joueurs. Donc d'abord le tournoi des 6 stations effectivement en rugby sur neige. Et puis ça s'est transformé lors d'un apéro, comme tu dis, où on s'est dit ce serait bien d'avoir encore une nouvelle idée, un truc qui n'a jamais été fait. Et là est venue l'idée du water rugby. Donc on a inventé le rugby sur l'eau, effectivement. Ça fait maintenant 10 ans, puisque les 2 premières éditions, c'était itinérantes. Ouais. Donc les 6 stations. Ouais, 6 stations été, donc voilà, station balnéaire, entre Montpellier et Perpignan. Dans les ports, ça se passait super bien. Et puis bon, il y avait des difficultés logistiques, donc j'ai dit il faut changer un peu le fusil d'épaule, aller dans une grande ville et faire l'événement sur 4 jours, plus posé, on sera plus tranquille. Et donc la mairie de Toulouse m'a accueilli les bras ouverts, et je les en remercie encore. Et c'est un mariage qui dure, puisque ça fait 8 ans maintenant, on fait la 8e édition de l'Eden Park Water Rugby. Et sincèrement, c'est génial parce qu'il y a de plus en plus d'internationaux qui viennent. J'en ai une 60aine qui seront là pour la 8e édition. J'ai une 15aine de filles aussi, d'anciennes internationales qui seront présentes avec nous, donc c'est génial. Et puis comme j'aime à dire, c'est le rugby pour tous, parce qu'il y a des étudiants, des enfants sur des initiations, du rugby amateur pour 2 tournois amateurs le samedi et le dimanche, des entreprises qui montent leur équipe qui viennent jouer aussi, du rugby fauteuil qu'on fait depuis 3-4 ans maintenant. Et même cette année, la nouveauté, c'est du CC Rugby, du rugby pour non-voyants. Donc voilà, c'est vraiment le rugby pour tous. Et quand je dis pour tous, aussi pour les fans qui viennent voir. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une vraie proximité entre les stars de ce sport-là, même si elles ont arrêté, et le public. Et c'est ça qui est top, c'est que cette proximité-là crée une ambiance particulière sur cet Eden Park Water Rugby. Ouais. Puis le lieu s'y prête bien aussi, le quai de la Dorade. Magnifique. Superbe, les gens peuvent être en hauteur, regarder, surplomber, et voir les 2 plateformes, parce que c'était la nouveauté de l'année dernière. Exactement. Donc il va y avoir d'autres nouveautés cette année, ou on reste sur... Il y a quelques petites nouveautés, c'est toujours de plus en plus dur. Hein. Donc le CC Rugby, j'en ai parlé. On a un parrain exceptionnel cette année qui est un Toulousain que la France entière connaît, c'est Jean-Luc Reichmann, qui est amoureux du rugby et en plus qui est quand même un local de l'État puisqu'il est toulousain. Donc ça lui permet de revenir un petit peu dans son pays, donc je pense que ça va faire plaisir au public de voir Jean-Luc Reichmann à nos côtés. Donc voilà, c'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Du jeudi au dimanche, du 2 au 5 juillet. Exactement. Et c'est gratuit surtout pour les gens. Ça, c'est très important. Oui, mais évidemment. Et puis il y a de quoi se restaurer, de quoi... Voilà, 7 food trucks, 3 buvettes, plein de stands de nos partenaires pour amuser les gens de 7 à 77 ans. Donc c'est vraiment très ludique. On y passe 1 heure, on y passe 2 heures, on y passe 4 jours, ça va très vite. Et puis surtout, on rencontre plein d'anciens internationaux qui sont là pour prendre des photos, faire aussi des autographes et boire quelques coups ensemble. Bon, on a balayé ta carrière rapidement, mais on va essayer de mieux te connaître à travers notre fameuse interview décalée. Donc, tu vas répondre à quelques questions. Le joueur de rugby avec qui tu as joué et qui t'a le plus marqué? Il y en a eu quelques-uns, mais je crois quand même que la palme revient à Philippe Sella. Ouais. Philippe Sella. Il revient souvent, là. C'est pas surprenant, hein. C'était quand même un monstre du rugby. Comme on disait tout à l'heure, j'ai démarré ma carrière jeune, j'avais 21 ans. Je crois que j'avais pas encore 21 ans. Ma première sélection en Écosse, et je me retrouve à côté, au centre, à côté de Philippe Sella. Autant me dire que 2-3 ans avant, il était en poster dans ma chambre. Donc ça fait bizarre d'être en chambre et d'être à côté de lui sur le terrain. Voilà, et puis on se sentait... Il t'a chapeauté, il t'a... t'es épaulé, quoi. C'est-à-dire, je comptais pour un demi et lui jouait pour un demi, presque, j'avais l'impression, tu vois. Voilà, et puis surtout humainement. Humainement, le mec, il est juste incroyable. Et après, on fait 1 mois et demi, parce que les tournées, à l'époque, c'était 1 mois et demi. Quand on part en Nouvelle-Zélande pour la tournée, c'était 1 mois et demi de tournée, en chambre avec Philippe Sella. Donc, une idole, c'était génial. Et grâce à lui, je connais parfaitement l'album de la corrida de Francis Cabrel, puisque ça tournait en boucle dans la chambre, et quand t'es un gamin de 20 piges, tu fermes ta gueule et t'écoutes Philippe Sella mettre sa musique. Et ça a été un plaisir, et c'est toujours un plaisir quand je recroise Philippe, qu'on se croise assez régulièrement, parce qu'on a plein de souvenirs en commun et plein d'émotions. Est-ce que c'est peut-être aussi le joueur de rugby contre qui tu as joué et qui t'a le plus impressionné?
Ouais, aussi, quand même. De jouer contre lui aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'était toujours compliqué contre lui, mais toujours dans l'esprit, par contre. C'est ça qui était génial aussi. Donc, il y en a plein des mecs qui m'ont marqué aussi dans le rugby contre qui j'ai joué. C'est difficile à dire, mais c'est vrai que ce rugby d'attaquant, c'est ce qui me correspondait le mieux, et c'est ça que j'allais chercher. Donc c'est vrai que des joueurs comme Philippe ou Didier Codorniou aussi m'avaient marqué quand j'étais aussi ado. Et puis Petit Mozart et Petit Prince. Ouais, mais bon. Enfin, je n'ose pas comparer parce que c'était tellement des monstres du rugby, mais c'est des joueurs particuliers, ouais. J'ouvre la parenthèse sur, tu parlais de ta première sélection, c'est en 94, hein, la tournée en Nouvelle-Zélande, c'est en 94 aussi, la fameuse tournée, je disais en introduction, parce qu'il y a 2 victoires et l'essai du bout du monde. J'aimerais bien que tu reviennes quand même sur cette dernière action, on joue la dernière minute, il faut absolument marquer un essai pour gagner, Saint-André relance des 22, tu participes activement à l'action. Toi, raconte-nous-le de l'intérieur, s'il te plaît. De l'intérieur, on sait qu'il faut faire un exploit. Il reste une poignée de minutes à jouer. Donc, il faut tenter des coups. C'est dur, c'est un match très difficile. Il y a beaucoup d'agressivité. Les All Blacks nous attendaient parce que le premier test, on gagne largement. Donc, il y avait vraiment un état d'esprit, une atmosphère particulière sur ce match à Eden Park. Et effectivement, Philippe, de mémoire, il y a déjà un coup de pied comme ça où je ne sais plus quel joueur tape en touche. Et là, on se dit, non, mais maintenant, il faut jouer, quoi, parce que ça passera que par là. Et donc, Philippe initie cette relance. Et puis là, tu sais, c'est comme un moment suspendu, quelque part sur un nuage, où chaque joueur fait le geste qu'il faut faire, même si ce joueur-là n'est pas habitué à faire ce geste-là. Toi, je repense quand Philippe part et qu'il y a un mini-regroupement très dynamique, c'est Gonzalez qui est relayeur, qui fait demi-mêlée, qui joue comme un œuf, qui fait cette passe. Il y a Abdel qui était un coffre à ballon, qui faisait jamais de passe, qui passe les bras, qui fait une passe merveilleuse. Et puis après, tout s'enchaîne, une croisée, deuxième croisée. Voilà, moi je prends ce ballon, je vois les défenseurs qui arrivent en travers, j'arrive à bloquer des coups sur des crochets. Et quand je fais mon dernier crochet, je vois le joueur en face de moi qui tombe sur les fesses, et je vois qu'il reste 20 mètres. Qu'il n'y a plus de défenseurs. Moi, je peux pas y aller parce que sur mes crochets, je décélère, donc je suis quand même au ralenti. Et là, j'entends Ako Sibéry qui m'arrive à côté. Et là, je lui fais la passe. Et quand je lui fais la passe, je sais qu'il y a essai, même s'il fera la passe à la fin, quasiment dans l'embut. Mais moi, quand je fais la passe, je lève déjà les bras parce que je sais que c'est la victoire qui se dessine et que c'est l'essai qu'on va marquer. Donc, c'est un moment suspendu, cet essai. C'est assez particulier. On l'a vu 1000 fois, évidemment. On l'a commenté 1000 fois aussi. C'est une fois de plus. Mais est-ce que ça compte aussi pour toi en tant qu'acteur de cette action-là ? Ouais, sur le moment, tu n'as pas la portée historique de ce que tu fais quand tu le vis. On a la portée historique après le match, quand on gagne et qu'on a gagné la série de tests, quelque chose qui ne s'est jamais trop fait. Donc on a cette portée historique-là, mais cet essai, on sait que l'essai est magnifique, mais on ne se rend pas compte à ce moment-là que 30 ans après, on va en reparler, quoi. Et aujourd'hui, quand on t'en parle ? Quand on m'en parle, c'est avec de l'émotion, du plaisir, une certaine fierté aussi. On reprend le cours de l'interview décalée. Ton club de cœur, parce que du coup, on en a parlé de 4-5 majeurs, 3-4. Ton club de cœur, c'est pour fâcher les gens. Hein. Ouais, non, mais alors, on m'a souvent posé la question. J'ai heureusement ou malheureusement vécu en consultant une finale Toulon-Toulouse. Et j'étais garé d'un côté du stade et il fallait que je fasse le tour entier pour aller sur un média l'autre côté du stade. Donc j'ai creusé tous les supporters des deux camps. Et chaque maître, on me disait « T'es pour qui ?» Et alors ? Et je répondais « Comment choisir entre ton père et ta mère ?» Je m'en sors bien. Hein. Très bien. Moi, c'était du rouge et du noir. Donc c'est ça. Le coach qui t'a le plus marqué ? Je pense que c'est Guy Novès quand même. C'est Guy parce qu'il avait... Guy avait ses qualités d'être protecteur. Très protecteur. Déjà, il infusait la gagne à ses joueurs. Il nous connaissait suffisamment pour aller chercher nos cordes sensibles pour nous préparer pour les matchs. Individuellement collectivement et individuellement. Donc il savait où me toucher. Et puis aussi par rapport à l'extérieur du rugby, aux médias, au public, on n'a pas fait que des bons matchs. On a eu des moments aussi où c'était plus difficile. Et pour le coup, Guy était un coach dur
parce qu'il disait des vérités. Mais ça, moi j'ai toujours aimé ça, qu'on soit direct avec moi. En revanche, il protégeait de l'extérieur. C'est-à-dire que si un média m'attaquait, si du public m'attaquait pour une contre-performance, n'importe quoi, Guy ne supportait pas ça et il agissait comme un père avec ses joueurs. Et j'ai toujours aimé ce comportement-là, de se dire les vrais trucs en vrai, en face. Par contre, de protéger ses joueurs. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, c'était pas le meilleur connaisseur du rugby proprement dit, je pense. Mais par contre, il savait écouter ses leaders. Et on était quelques-uns à avoir un peu de bouteilles et d'avoir des réflexions sur le rugby. Il était très à l'écoute des autres. C'est lui qui tranchait. Mais, et après, on allait tous dans son sens, quoi. Sa longévité ne t'a pas trop surpris alors, donc c'est... Bon, non, mais en plus, ça aussi, alors je sais pas si c'est une qualité pour le coup, mais c'est aussi un animal politique, Guy. Hein. Donc il savait aussi bien mener sa barque pour continuer longtemps au Stade Toulousain, mais en même temps, il avait de tels résultats aussi que c'était un peu normal. Bon, tu disais qu'il y avait des questions qu'on te posait souvent. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes une anecdote que tu n'as jamais racontée. Quelque chose qui peut être drôle, cocasse. On te pose souvent la question dans le rugby amateur, mais bon, on a envie de savoir dans le milieu du rugby pro, les anecdotes, les à côté. Peut-être que j'ai déjà raconté, mais c'est une anecdote particulière. La finale de 2003 de Coupe d'Europe. Donc on va jouer l'ancien Lansdowne Road en Irlande. Donc le pays de Trevor Brennan qui joue avec nous. Et ça a été le match de la superstition. C'est-à-dire que les jours précédents le match, Guy Nouvès nous parle de la Vierge Rouge, Vierge Noire, je ne sais plus exactement, comme quoi les Catalans, parce que c'était contre l'USAP, nous avaient jeté un sort, et que pour contrer ce sort, il avait imprimé des feuilles A4 avec la Vierge Rouge ou la Vierge Noire, j'en sais rien, qu'il fallait plier et mettre dans sa chaussette. Donc tous les joueurs avaient ça dans les chaussettes. En même temps, il y avait Zeba, qui était le préparateur physique, sa maman en Afrique ou sa grand-mère en Afrique, je sais pas, nous avait fait des petits bracelets en tissu qu'on portait tous. Donc il y avait ça. Il y avait Trevor Brennan qui m'avait ramené de l'herbe de son jardin en Irlande, de son terrain où il avait commencé, parce que bien sûr la tribune était garnie de potes de Trevor, il avait rempli le stade de lui tout seul. Et donc il m'avait mis dans la chaussette aussi des brins d'herbe de ce fameux terrain, parce qu'il m'a dit que ça me porterait chance. Et puis Jean-Louis Putinier, qui était notre manager de l'époque, bien sûr m'avait mis sur les chaussures de l'eau de Lourdes pour passer les points au pied. Il avait bien fait parce que j'avais tout mis ce jour-là. Et donc, non, mais c'est marrant parce que on y croit ou on n'y croit pas, mais on se dit on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas avec ses grands-pères, comment ça va se passer? Et donc finalement, quasiment tous les joueurs, peut-être que Cédric Desbrosses l'ait pas fait, le Tchétchène, il a la tête dure. Mais sinon, on avait tous porté ces trucs dans les chaussettes et on avait gagné ce match. Et pour finir sur une autre anecdote de ce match-là, je sais qu'il y avait beaucoup de vent et on gagne pratiquement 20-0 ou un truc comme ça en première période. C'est un match un petit peu à sens unique, mais on a le vent dans le dos, on en profite et la deuxième mi-temps est beaucoup plus dure pour nous. Les Catalans nous pressent et à un moment donné, on a une pénalité à 35-40 mètres pour nous. On a 5 points d'écart, un truc comme ça. Et je prends le ballon et Fabien Pelouse était capitaine et il me dit on prend les 3 points. Je dis mais je sais pas si j'arriverai au poteau en fait parce qu'il y avait vraiment un vent de fou. Et il me dit non mais tu vas y arriver. Et donc je dis zou on y va. Hein. Et donc je pose le ballon, je tape de toutes mes forces et le ballon rentre juste derrière la barre et effectivement ça nous fait passer je sais pas à 8 points, enfin en tout cas il fallait 2 marques, à 8 points ou 9 points d'avance et il reste pas grand chose à jouer. D'ailleurs on fait bien parce que sur le coup d'envoi on prend un essai des Catalans, ils transforment mais le match s'arrête là et donc on gagne et c'est vrai que l'anecdote c'est que c'est Fabien quand même qui me dit il faut la tenter et tu vas la mettre quoi. Donc voilà. Écoute, lui, il nous avait raconté aussi des anecdotes du Munster aussi, le fameux coup de pied aux fesses. Qui l'avait marqué, manifestement. Bon, visiblement, il a des bons souvenirs en Irlande aussi. C'est vrai. On va terminer avec ton premier souvenir rugby à la télé. Premier souvenir, tournoi des 5 nations avec mon grand-père. Oui. Bien sûr, les vieilles télés, là. Roger Coudert au commentaire, que j'avais rencontré dans un tournoi de 7-8 ans. Il était venu à un tournoi à Vienne de rugby. Génial. Et donc, j'avais été le petit qui est allé le chercher à la gare ou je sais plus où et qui l'avait accompagné. Donc, je voyais une star du commentateur de Allez les petits, quoi. Voilà, le truc qui nous avait marqué quand on était gosse. Et donc, ouais, mes souvenirs d'enfance, c'est les matchs du tournoi avec mon grand-père. Ouais. L'émission de télé que tu regardes le plus souvent?
Le Canal Rugby Club. C'est surprenant. On développera pas. Sinon, après, pour mieux te connaître, tes films ou tes séries préférées, qu'est-ce que tu regardes le plus? Qu'est-ce que tu aimes regarder? C'est un peu compliqué. Ouais, je suis très série, évidemment. Je suis pas très original. Difficile d'en sortir une comme ça. Surtout qu'il y en a tellement qui sont super. Donc, Tu vas encore au cinéma? je vais au cinéma. Ouais. J'ai vu dernièrement un super film d'ailleurs, comme une illusion, sur les années 80. Bon, ça m'a replongé dans la nostalgie de mes années 80 quand j'avais 12-13 ans, c'était incroyable. J'ai beaucoup aimé ce film, c'était cool, c'était frais, c'était agréable à voir. Bon, après, on rentre dans ton frigo, ton plat ou ton dessert préféré. Je suis obligé de parler du gratin dauphinois de ma grand-mère, bien entendu. Oui, forcément. La nostalgie, bien sûr, qui elle le fait toujours aussi bien. Et ton dessert? Mon dessert, pareil, un flan maison qui est terrible. Bon. Et pour le coup, elle m'a appris à le faire en plus. Parce que je ne suis pas du tout cuisinier, Ah, j'allais te poser la question. mais comme dirait ma famille, je suis le roi des flans. C'est pas forcément flatteur. Non, mais c'est vrai, mais bon. Bon, et en dehors du rugby, ton sportif préféré? Moi, j'aimais bien Zizou quand même, toi. J'aimais bien le talent qu'il avait. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises sur des manifestations qu'on a fait. Et je trouve que quand il est sur un terrain, il y a lui et les autres, quoi. Et vraiment, il apporte une différence, il a une classe, il a un toucher, une vision, une aura, tout en étant humainement très accessible, sympathique. Donc ouais, après, il y en a énormément, hein, des très grands sportifs, mais lui, en plus, j'ai eu la chance de le croiser 2-3 fois, donc ouais, on dira lui. Bon, écoute, on te remercie. On a passé un bon moment en ta compagnie. C'est moi qui vais te remercier. On sait que d'avance, ça va être un vrai succès, le Water Rugby. On t'accompagne depuis très longtemps déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus, que ça dure 10 ans de plus? Ouais, 10 ans, je sais pas, mais que ça continue comme ça, à faire rêver les enfants, à amener des sourires aux gens, parce que c'est ça que dont je suis le plus fier. Toi, les copains du rugby me disent, mais c'est génial que tu fasses ça, parce que on a tous envie de le faire, de se regrouper, mais on ne trouve jamais les occasions, et toi, tu crées les occasions. Et je pense que c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse me faire, de rassembler les copains et de faire plaisir aux gens. Bon, si vous voulez voir les anciens, les plus jeunes, les retraités, les actuels, et profiter d'un bon moment, rendez-vous le 2 Du 2 au juillet, 5, ouais. au 5, au Quai de la Dorade. Yann, merci encore. Merci beaucoup. Voilà, dans les chaussettes, je vais couper, ça va aller bien. De mettre lourd des chaussettes. Ah bah ouais. Le papier pour de l'eau, c'est vrai. Ah, Guy, ah ouais, vous avez rendu fou avec ça. Ah ouais, dingue. Voilà, on fait. J'ai failli dire 2014. Moi, on dit. Ah, j'aurais bien aimé. Chaque fois, j'en fais une. Ouais.